À 7, le soleil brille sur les plages, les rires résonnent sur les quais et les familles flânent dans les rues paisibles. Mais derrière cette carte postale estivale, certaines vérités sont plus sombres que l'on imagine. Sous les pavés de la ville, une autre réalité se joue, invisible, insidieuse, destructrice. Ce 17 juillet, la lumière va brutalement éclairer une zone d'ombre que personne n'avait vue venir, celle de Manny, le fils retrouvé de Pierre que tous croyaient irréprochable. Mais que cache-t-il réellement derrière son sourire charmant et ses regards tendres envers Jack? Pierre, incarné par Jean-Luc Reichmann, est en alerte. Depuis plusieurs jours, il sent que quelque chose cloche. L'instinct de l'ancien policier, même endormi depuis des années, ne ment jamais longtemps. Et ce qu'il pressent cette fois ne le concerne pas seulement en tant qu'enquêteur, mais surtout en tant que père. Depuis qu'il a retrouvé son fils Emmanuel, que tout le monde appelle désormais Manny, Pierre tente de reconstruire un lien, d'ériger un pont entre leur passé douloureux et un avenir commun. Il s'est raccroché à cette idée comme à une bouée. Mais aujourd'hui, le vernis se craquelle. Manny, incarné par Gabriel Sand, est un jeune homme séduisant, doux en apparence, respectueux, attentif, presque trop parfait. Depuis qu'il est en couple avec Jack, il a gagné le cœur des proches de celui-ci qui voit en lui un partenaire fiable et affectueux. Pourtant, dans l'intimité, Manny semble souvent préoccupé, distant, presque nerveux. Il reçoit des appels à des heures improbables, quitte brusquement des conversations sans explication et dissimule systématiquement son téléphone. Ces signes, Pierre les repère et les accumule mentalement. Ce ne sont encore que des soupçons, mais il grignote sa confiance. Un soir, alors qu'il suit Manny discrètement dans les rues de Sète, Pierre le voit s'arrêter près d'un scooter, remettre un petit paquet en échange de billets. Tout se passe rapidement, mais c'est suffisant pour éveiller des doutes bien plus profonds. Il ne dit rien sur le moment, se contentant d'observer, de prendre note. Il veut croire qu'il s'est trompé, qu'il s'agit d'un malentendu. Mais au fond de lui, il sait. Il sentimento. Ce genre de scène, il en a vu trop dans sa carrière pour l'ignorer. Pierre décide alors d'en parler à Alex. Ensemble, ils mettent en place une petite surveillance informelle. Une nuit, ils suivent Manny jusqu'à un entrepôt désaffecté du port, à la périphérie de la ville. Cachés derrière un container, ils assistent à une scène sans équivoque. Manny retrouve un certain Tom, que Pierre identifie instantanément. Tom n'est pas n'importe qui. Il s'agit d'un trafiquant connu des services de police, un ancien indique aujourd'hui à la tête d'un petit réseau local. Ce que Pierre découvre le frappe en plein cœur. Son fils fait partie de ce réseau. Peut-être même y joue-t-il un rôle plus important qu'il ne veut l'admettre. Le lendemain, Pierre confronte Manny, sans trop en révéler. Il l'interroge sur ses sorties nocturnes, ses fréquentations. Manny élude, ment, détourne la conversation. L'angoisse monte. Pierre ne peut plus faire semblant. Il a besoin de preuves irréfutables. C'est ainsi qu'il demande à Alex de l'aider à infiltrer davantage ce petit monde opaque. Ils établissent un plan pour retrouver Tom, lui tendre un piège, obtenir des aveux, mais les choses vont dégénérer. Pour Manny, le danger se précise. Il sent que quelque chose lui échappe. Son père fouille, Alex l'observe, et même Jack devient plus distant, troublé par ses absences répétées. L'étau se resserre. Et pourtant, Manny ne ralentit pas ses activités. Il est piégé sans doute, pris dans une spirale de dettes, de menaces, de loyauté corrompue, mais il continue, convaincu qu'il peut tout gérer en silence. C'est là sa plus grande erreur. En parallèle, Jack ne voit rien venir. Aveuglé par l'amour, il continue de croire en son petit ami. Manny l'aime, c'est certain. Mais est-ce suffisant pour le sauver? Peut-on aimer sincèrement et cacher une vie de mensonges, de deals, de violence? Les réponses, pour l'instant, restent suspendues dans l'air étouffant de cet été à Sète. Une chose est sûre, la vérité ne pourra pas rester cachée plus longtemps. Lorsque Pierre et Alex décident de poursuivre leur enquête officieuse, ils savent qu'ils marchent sur une ligne dangereuse. Ils ignorent encore à quel point leur traque va les exposer. Dans les rues paisibles de Sète, l'ombre d'un piège se resserre lentement autour d'eux. Leur objectif est clair, confirmer les liens de Manny avec Tom, le trafiquant local. Ce qu'ils n'avaient pas anticipé, c'est que Tom, lui aussi, les surveille. Tom n'est pas un amateur, son réseau, bien qu'en apparence modeste, est organisé comme une machine huilée. Il sent vite que Manny est en train d'éveiller trop de soupçons. Il devine que Pierre, ce père trop curieux, ne peut pas être un simple retraité bienveillant. L'ancien policier s'est peut-être ramolli, pense-t-il. Mais il n'a pas oublié comment fouiller, enquêter, flairer le danger. Alors Tom décide de prendre les devants. Un faux rendez-vous est organisé. Par le biais de l'un de ses complices, il fait courir le bruit qu'une transaction importante va avoir lieu dans une ruelle isolée, non loin des entrepôts du port. Pierre, mordu par la soif de vérité, saute sur l'occasion. Il s'y rend avec Alex en pleine nuit, sans prévenir personne. Les deux hommes arrivent sur place, pensant surprendre Manny et obtenir une preuve décisive. Mais ce n'est pas un simple échange qui les attend. La rue est déserte, trop déserte. Le silence pèse.
Pierre le ressent instinctivement. Quelque chose cloche. Trop tard. Des silhouettes surgissent de l'ombre. 4 hommes, armés, nerveux. Leurs visages sont dissimulés sous des capuches. Pierre se fige. Alex recule d'un pas. Les menaces fusent. Vous pensiez quoi? Qu'on allait vous laisser fouiner? L'un des hommes pointe son arme sur Alex. Un autre s'approche de Pierre, le reconnaissant. Le flic retraité? On t'a reconnu, t'inquiète pas? Les secondes deviennent des heures. L'affrontement est imminent. Mais au même moment, une voix résonne dans la pénombre. Pierre, Alex, c'est Chloé. Elle surgit de nulle part, affolée, le souffle court. Elle a eu un mauvais pressentiment. En découvrant que Pierre avait laissé son téléphone chez lui, elle a compris qu'il se préparait à quelque chose, une intuition viscérale. Elle a suivi leurs traces grâce à une vieille application de localisation encore active sur le téléphone d'Alex. C'est elle qui appelle les secours, qui crie pour distraire les agresseurs, qui attire leur attention quelques secondes, juste assez pour permettre à Pierre de riposter et à Alex de repousser un des hommes. Des sirènes retentissent au loin. Les agresseurs prennent la fuite, paniqués. L'opération tourne court. Mais le choc est immense. Pierre réalise qu'il a été piégé, manipulé, et surtout qu'il a failli mettre la vie de son ami en danger. Sans Chloé, l'histoire aurait pu tourner au drame. Assis sur le trottoir, encore tremblant, il murmure « J'ai été idiot, j'ai sous-estimé ce à quoi on avait affaire. » Alex, lui aussi bouleversé, pose la main sur son épaule. « Tu voulais juste sauver ton fils. Mais on joue plus contre un gamin paumé, là. C'est une vraie organisation. » Dans la voiture qui les ramène chez eux, Chloé garde le silence. Mais ses yeux trahissent sa peur. Elle sait que cette histoire ne fait que commencer, que Pierre ne s'arrêtera pas, qu'il est prêt à tout pour découvrir la vérité sur Mani, quitte à se brûler les ailes. Et au fond d'elle-même, une angoisse grandit. Et si la chute était inévitable? Et si Pierre, dans sa quête éperdue de justice, perdait tout, son fils, sa vie et ceux qu'il aime? Alors que Pierre, Alex et Chloé viennent d'échapper de justesse à un guet-apens orchestré par Tom et ses hommes, une autre réalité plus intime et tout aussi tragique se joue à quelques rues de là. Jack, jeune lycéen amoureux, vit encore dans l'illusion d'un bonheur sans faille. Il ne sait rien, il ne soupçonne rien. Pour lui, Mani est le petit ami idéal, celui qui lui a redonné goût à la confiance, celui qui a réparé les blessures d'un passé affectif parfois tourmenté. Et pourtant, autour de lui, le sol commence doucement à se fissurer. Mani, de son côté, est tiraillé. Il aime Jack. Cela, il n'en doute pas. Mais il sent que l'étau se resserre. Tom ne lui fait plus confiance. Son père est sur ses traces et les regards qu'il croise dans la rue sont de plus en plus méfiants. Il commence à perdre pied. Il dort mal, mange peu, sursaute au moindre bruit. Ses mains tremblent lorsqu'il répond à certains messages. Jack le remarque, bien sûr, mais il préfère se taire. Il a trop peur de découvrir quelque chose qui ferait voler en éclats son monde amoureux. C'est Lizzie, la sœur de Jack, qui s'inquiète la première. Elle a remarqué que Mani évitait systématiquement certaines discussions, qu'il disparaissait pendant des heures sans prévenir, qu'il mentait parfois sur des détails insignifiants. Une fois, elle l'a surpris dans une ruelle, en pleine conversation avec un inconnu au visage fermé. Lorsqu'il l'a vu, Mani a aussitôt écourté l'échange, prétendant devoir appeler Jack. Mais Lizzie n'est pas naïve, elle garde cette scène en mémoire. Elle en parle à Nour, qui lui conseille la prudence. Ne te mêle pas trop de ça, Lizzie. Si Jack découvre que tu fouilles dans sa relation, ça risque de mal tourner. Mais Lizzie insiste. Elle aime son frère, elle veut le protéger. Et plus le temps passe, plus elle est convaincue que Mani n'est pas celui qu'il prétend être. De son côté, Jack est absorbé dans ses propres rêves. Il parle déjà de vacances à deux, de projets d'études dans la même ville, de vie commune. Mani, mal à l'aise, hoche la tête, sourit, mais détourne rapidement la conversation. Il sait que rien de tout cela n'est possible tant qu'il n'aura pas réglé ses affaires. Mais quelles affaires? À mesure que les jours passent, la double vie devient ingérable. Le jour, il joue au petit copain tendre et attentionné. La nuit, il reprend son rôle dans le trafic. Et l'un finit inévitablement par contaminer l'autre. Jack commence à percevoir des signaux. Mani ne répond plus toujours à ses appels. Il annule leur rendez-vous sans prévenir. Parfois, il revient avec des vêtements tachés, prétextant des chutes de vélo ou des bagarres de rue évitées. Mais Jack ne veut pas voir. Il ferme les yeux, car l'amour, le vrai, celui qu'il croit vivre, exige parfois un certain aveuglement. Ou du moins, le croit-il. Les spectateurs, eux, savent. Ils voient la tension monter, la vérité se rapprocher. Et ce qui fait le plus mal, c'est de constater à quel point Jack est sincère, à quel point son cœur est pur. Lorsqu'il serre la main de Mani, lorsqu'il lui dit « je t'aime », il le pense de toutes ses forces. Et ce contraste entre la pureté de son amour et le mensonge qu'il subit est d'autant plus cruel. Lizzie, désespérée, décide finalement d'agir. Elle fouille dans les affaires de Mani, discrètement. Et ce qu'elle découvre la glace, un téléphone caché, différent de celui qu'il utilise devant eux. Dans ce téléphone, des messages codés, des lieux, des montants. Elle comprend instantanément. Elle hésite un instant à en parler à Jack, puis recule.
Pas encore, elle veut en savoir plus. Alors elle fait appel à Georges, l'ami policier de la famille, en qui elle a confiance. Elle lui montre les messages, demande son avis. Georges, prudent, promet de creuser sans lancer d'alerte. Mais il la prévient. Tu es sur un terrain glissant, Lizzie. Et si ce que tu penses est vrai, ton frère va tomber de très haut. Pendant ce temps, Jack, de plus en plus inquiet, tente de confronter Manny en douceur. « Tu as changé ? Qu'est-ce que tu me caches ?» demande-t-il un soir, la voix tremblante. Manny le prend dans ses bras, le regarde droit dans les yeux. « Je suis juste fatigué. Mais toi, tu me donnes de la force. Je t'aime, Jack. » Et pour un moment encore, ce mensonge suffit à calmer les tempêtes. Mais l'orage, lui, approche. Et lorsque la vérité éclatera, elle brisera bien plus que des illusions. Tandis que la vérité sur Manny commence à se dévoiler dans l'ombre, une autre tragédie silencieuse se joue entre les murs froids et impénétrables d'un centre de détention. Là-bas, loin des querelles familiales et des mensonges amoureux, Judith, fille d'Alex et de Chloé, vit ses jours dans une forme de lente agonie psychologique. Incarcérée pour une affaire encore floue qui suscite la polémique à 7, elle endure les conséquences d'un système judiciaire plus soucieux de punir que de comprendre. Cela fait désormais plusieurs jours que Judith est emprisonnée. Depuis son placement en détention provisoire, elle n'est plus la même. Lors d'un parloir avec sa grand-mère, Marianne, elle craque. Les larmes aux yeux, elle murmure à voix basse « Je ne dors plus, mamie. J'ai l'impression de devenir folle ici. » Marianne tente de la rassurer, de lui redonner de l'espoir. Mais au fond, elle est elle-même bouleversée. Elle connaît Judith, elle sait combien elle est sensible, combien elle fonctionne à l'amour, au lien, à l'émotion. La privation de liberté ne la brise pas seulement physiquement, elle l'éteint de l'intérieur. Ses parents, Alex et Chloé, vivent cette situation comme une injustice constante. Alex est consumé par la culpabilité. Il aurait dû la protéger, dit-il. Il aurait dû comprendre plutôt ce qu'elle vivait, intervenir avant que les autorités ne l'embarquent. Mais il n'a pas su voir, trop accaparé par d'autres urgences, trop submergé aussi par le retour de Pierre et les tensions avec Manny. Quant à Chloé, elle tente de rester forte, d'épauler tout le monde, mais les nuits sans sommeil et les visites au parloir l'usent jusqu'à l'os. La cellule de Judith est minuscule. Une fenêtre en hauteur, des murs décrépits, un lit dur, une voisine silencieuse. Le bruit incessant des grilles, les cris la nuit, les disputes dans le couloir, tout l'environnement semble conspirer contre elle. Même écrire devient difficile. Elle essaie parfois de coucher sur papier ce qu'elle ressent. Elle commence une lettre pour Alex, puis la déchire. Trop de colère, une autre pour sa mère. Trop de douleur. Elle écrit à Jordan, puis efface « Je ne veux pas qu'il me voie comme ça ». L'administration pénitentiaire ne lui facilite pas la tâche. Les visites sont limitées, la bibliothèque inaccessible pour cause de rénovation, les appels parfois coupés sans préavis. Et plus le temps passe, plus elle s'enfonce. Les surveillants l'appellent « la muette ». Elle parle peu, reste souvent assise contre le mur, les bras autour des genoux. Certains codétenus la prennent en pitié, d'autres la provoquent. Une jeune fille lui demande un jour « T'as volé quoi pour finir ici ?» Judith répond d'un simple regard, vide. À l'extérieur, la tension monte. Marianne prend la parole publiquement lors d'un entretien accordé à un journaliste local. Elle dénonce l'acharnement contre sa petite fille, le traitement injuste dont elle fait l'objet. Judith est une jeune fille brillante, pleine de vie. On l'abandonne à une machine judiciaire qui ne comprend rien aux adolescents. Elle n'a rien à faire là. Ces mots font écho dans la presse. Certains éditorialistes lui donnent raison. D'autres parlent d'un deux poids, deux mesures et accusent de la famille d'utiliser son influence. Mais dans le cœur de ceux qui connaissent Judith, le doute n'existe pas. Elle est en train d'être brisée. Alex, quant à lui, commence à envisager des recours. Avec l'aide d'un avocat, il prépare une demande de mise en liberté sous contrôle judiciaire. Il promet de l'accueillir chez lui, de lui fournir un encadrement strict. Chloé rédige une lettre au juge, pleine d'émotions, dans laquelle elle évoque les conséquences psychologiques de cette détention. « Ma fille n'est plus que l'ombre d'elle-même. Si vous attendez trop, vous n'aurez plus rien à juger. Elle ne sera plus là. » Des mots forts, nécessaires, presque désespérés. Mais pendant ce temps, Judith attend. Chaque matin ressemble au précédent. Elle compte les jours, puis cesse de le faire. Elle regarde les murs, puis ferme les yeux. Elle ne rêve plus. Et parfois, dans un instant de lucidité, elle se demande si quelqu'un finira par la croire, par l'écouter, et surtout si elle saura un jour se relever. Assis seul dans sa maison, les coudes posés sur la table, les mains crispées autour d'une tasse de café froid, Pierre fixe un point invisible sur le mur. Autour de lui, tout semble figé. La pendule, les photos de famille, les papiers qui traînent, le monde continue de tourner, mais pour lui, le temps s'est suspendu. Il vient de vivre l'impensable, la confirmation douloureuse que son propre fils, celui qu'il a tant cherché et qu'il espérait retrouver dans la lumière, mène une double vie dans les ténèbres. Manny est bel et bien impliqué dans un trafic de drogue, et peut-être même plus que cela. Mais que faire maintenant ? L'ancien policier est acculé.
Il connaît les règles, la procédure, la loi. Il sait que s'il suit son devoir, il doit signaler les agissements de son fils aux autorités. Mais il est aussi un père brisé, rongé par l'idée d'avoir échoué. Il ne comprend pas, il ne comprend plus. Comment Emmanuel, son garçon si intelligent, si sensible, a-t-il pu tomber dans un réseau aussi dangereux? Était-il déjà perdu avant qu'il ne réapparaisse dans sa vie? Ou est-ce son absence à lui, Pierre, qui a laissé le vide dans lequel le mal a pu s'engouffrer? Alex tente de lui parler. Il le pousse à agir, mais toujours avec prudence. Il faut qu'on trouve un moyen de le sortir de là sans lui briser la vie pour de bon, dit-il. Mais Pierre n'entend que les battements sourds de sa culpabilité. Il se remémore leurs premiers échanges, les retrouvailles timides, les regards fuyants, les sourires contraints. Et maintenant, il comprend. Mani n'a jamais été vraiment en paix. Il se débattait, tentait de cacher ses chaînes, d'étouffer ses mensonges sous des gestes tendres. Mais à présent, tout remonte à la surface. Chloé, elle, adopte une posture plus émotionnelle. Elle voit l'homme qu'elle aime sombrer et elle tente de le retenir. « Tu n'es pas responsable de ses choix, Pierre. Tu veux l'aider, d'accord, mais pas au prix de ta propre destruction. » Mais Pierre lève les yeux, l'air hagard. « Et si je ne fais rien, c'est lui que je détruis. » Tu comprends? Dans sa voix, il y a tout. La rage, l'impuissance, la tristesse. Il est un homme pris entre deux serments, celui de défendre la loi et celui d'aimer un enfant qu'il ne reconnaît plus. Il prend finalement une décision. Pas celle de la dénonciation directe, mais celle d'un plan, un piège. Il veut faire tomber Tom, l'écarter du chemin de son fils. Il contacte Karim. Discrètement, lui expose la situation. Le capitaine est d'abord surpris, puis compréhensif. Il connaît Pierre, il sait qu'il n'agit jamais à la légère. Ensemble, ils montent une opération pour piéger Tom lors d'une livraison de drogue, avec l'espoir que cela suffise à désorganiser le réseau. Si tout fonctionne, Mani pourra sortir sans être trop exposé. Une dernière chance. Mais les plans les mieux conçus peuvent bien toujours déraper. Le jour de l'opération, Tom ne se présente pas lui-même. Il envoie un intermédiaire. L'homme était nerveux, change le lieu au dernier moment, l'équipe de la police perd du temps à se repositionner. L'intermédiaire commence à s'énerver, Karim tente de temporiser mais comprend rapidement que quelque chose cloche. À la radio, un message tombe, nouveau lieu détecté, et Mani est en approche. Pierre, furieux, quitte le poste de surveillance. Il n'était pas prévu que son fils participe à cette livraison. Il s'élance à sa rencontre, déterminé à le stopper avant que la police n'intervienne. Il le trouve, sac en main, hésitant devant une bouche d'égout. « Emmanuel, qu'est-ce que tu fais ?» Le garçon sursaute. Il reconnaît la voix de son père. Les yeux pleins de panique, il tente de fuir, mais Pierre le retient. « Je t'en supplie, fils, rends-moi ce sac. Sors de ce cauchemar. » Mais Mani, enragé, se libère de sa poigne. « Tu ne comprends pas, papa. Ce n'est pas aussi simple. Ils me tiennent. Je n'ai pas le choix. » Les sirènes se rapprochent. Des gyrophares illuminent l'ombre. Et dans ce moment suspendu, père et fils se regardent, chacun prisonnier de ses douleurs. Pierre lâche prise. Il sait que l'inévitable est arrivé. Le moment tant redouté est arrivé. Les masques, un à un, tombent avec fracas, et ce qui devait rester enfoui s'étale désormais au grand jour, sans filtre, sans ménagement. Mani, encore sous le choc de sa confrontation avec Pierre, n'a plus nulle part où se cacher. Le filet s'est refermé, les sirènes hurlent dans les ruelles de Sète, les gyrophares peignent les murs de rouge et de bleu, et la vérité, brutale, indiscutable, éclate au cœur d'une nuit étouffante. Lorsque les policiers se ruent vers lui, Mani n'oppose pas de résistance. Il lâche le sac qu'il tenait, baisse les bras, ferme les yeux, il sait que c'est fini. Pierre, à quelques mètres de là, est figé. Il ne dit rien, ne bouge pas. C'est peut-être ça la vraie douleur, ne pas pouvoir sauver son enfant, même en ayant tout tenté. Un officier s'approche de lui pour lui signifier que son fils va être placé en garde à vue. Il hoche la tête mécaniquement. Dans son regard, on ne lit ni colère ni surprise. Juste une immense fatigue, un effondrement silencieux. À quelques rues de là, c'est une autre déflagration qui a lieu. Jack découvre enfin la vérité. Lizzie, après plusieurs jours d'hésitation, a fini par tout lui révéler. Elle lui montre les messages retrouvés dans le téléphone caché, les échanges suspects, les lieux, les montants. D'abord, Jack refuse d'y croire. Il s'énerve, l'accuse d'inventer, de vouloir saboter sa relation. Mais lorsque Lizzie, les larmes aux yeux, lui dit simplement « Je voulais juste te protéger », il se tait. Il comprend. Et le monde s'effondre. Il part à la recherche de Mani. Il le retrouve quelques heures plus tard, au commissariat, alors qu'il s'apprête à être transféré pour interrogatoire. Jack obtient le droit de lui parler quelques minutes. La scène est déchirante. Les deux garçons se font face, séparés par une vitre. Jack a le visage pâle, les yeux cernés. Mani est en larmes. Il tente de parler, mais Jack l'interrompt. « Dis-moi une seule chose, tu m'as menti, surtout, depuis le début ?» Mani secoue la tête. « Non, je t'ai aimé, je t'aime encore, mais je ne savais pas comment t'expliquer. Je pensais pouvoir m'en sortir. Je voulais t'épargner ça. »
Jack, les lèvres tremblantes, retient difficilement ses larmes. « Tu aurais pu me dire la vérité. J'aurais été là. Mais maintenant, tu m'as tout volé, Manny. Tout. » Il quitte la pièce sans se retourner, le cœur en miettes, l'innocence brisée. Au sein de la famille Delcourt, l'explosion provoque des ondes de choc. Chloé tente de soutenir Pierre, mais elle sent qu'il s'éloigne, englouti dans une spirale de regrets. Alex, quant à lui, est partagé entre le soulagement d'avoir fait tomber le réseau de Tom et la douleur de voir son ami sombrer. Marianne reste aux côtés de Judith, toujours enfermée, mais bouleversée d'apprendre que Manny était impliqué dans un trafic dont certains éléments pourraient avoir indirectement affecté sa petite fille. De son côté, Tom est enfin arrêté. Grâce aux informations récupérées pendant l'opération, la police peut retracer une partie de ses activités. Des preuves sont saisies, des noms émergent, des ramifications commencent à apparaître. C'est un coup dur pour le réseau, mais ce n'est qu'une victoire partielle. Car si Tom tombe, d'autres prendront sa place. Et surtout, des jeunes comme Manny continueront à être entraînés dans cette spirale infernale. Manny, en garde à vue, coopère. Il raconte tout. Le recrutement, les menaces, la peur, les livraisons, les consignes. Il ne tente pas de se dédouaner, il assume. Peut-être parce qu'il n'a plus rien à perdre, peut-être parce qu'il espère, quelque part, que cela aidera Jack à comprendre. Mais les faits sont là. Il risque gros, très gros. Les dernières minutes de l'épisode résonnent comme une claque. Judith reçoit enfin une lettre. Une lettre écrite par Jack. Il ne lui parle pas de Manny, ni de la police, ni de la vérité. Il lui parle d'elle, de sa force, de ce qu'elle représentait pour lui quand ils étaient enfants. Il lui dit « Toi aussi, tu vas t'en sortir. Moi, j'ai perdu quelque chose que je croyais éternel. Mais toi, tu es toujours là. Tiens bon s'il te plaît. » Judith lit, sans un mot, et pour la première fois depuis longtemps, un sourire timide naît sur son visage. À l'issue de cet épisode bouleversant, Demain nous appartient rappelle que derrière chaque secret se cache une bombe à retardement, prête à éclater quand on s'y attend le moins. La chute de Manny, fils retrouvé devenu poison silencieux, n'est pas seulement celle d'un jeune homme pris dans l'engrenage du trafic. C'est aussi la chute d'un père, Pierre, confronté à l'impossible choix entre justice et amour filial. C'est la désintégration d'un couple, Jack et Manny, que tout le monde pensait invincible. Et c'est la désillusion d'un entourage qui n'a pas vu venir le pire, trop occupé à croire en la façade. Ce que révèle cet épisode, c'est aussi la fragilité des liens humains. Les mensonges, en apparence anodins, finissent par gangrener les relations les plus pures. Et même les héros, ceux qu'on croyait inébranlables comme Pierre ou Chloé, se retrouvent de brisés, égarés, vulnérables. L'arrestation de Tom et la coopération de Manny ne suffisent pas à réparer les cœurs. Trop de silence. Trop de blessures, dans cet élan tragique, un souffle d'espoir subsiste malgré tout. Judith, enfermée mais vivante, Jack, blessé mais debout, et même Pierre, détruit mais lucide, laissent entrevoir une lueur, celle d'un avenir reconstruit non pas sur le déni, mais sur la vérité. L'épisode 1989 est un tournant. Il marque la fin d'une illusion collective et le début d'un combat personnel pour chacun des protagonistes. Un combat pour la rédemption, pour la justice, pour l'amour peut-être. Et comme toujours dans Demain nous appartient, une seule certitude demeure, les cicatrices ne disparaissent pas, mais elles forgent les âmes fortes. Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'au bout. Votre soutien compte énormément pour nous. Si cette histoire vous a touché, intrigué ou fait réagir, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. On lit tout avec attention. Pensez aussi à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. On vous prépare encore plein de contenus exclusifs, d'analyses captivantes et de résumés inédits. Alors restez bien connectés et à très vite pour un nouveau rendez-vous sur notre chaîne.